Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis dit que ça serait bien de faire un petit point lecture de février, même si le mois était court, j'ai quand même lu pas mal de trucs. J'ai bien commencé le mois de février puisque je vous l'avais dit que je sauterais sur l'occasion de lire L'Enfant Tome de Jim Bishop. On va peut-être commencer par un résumé. Donc, le boutonneux est un des pires élèves de son collège, ainsi que Mims et Dadou. Ils se retrouvent tous les trois dans le bureau du sous-directeur, je sais plus exactement quel est son rôle. C'est peut-être juste le responsable administratif. Bref, ils se retrouvent tous les trois dans son bureau et il s'avère qu'ils signent un contrat comme quoi, s'ils ne réussissent pas à avoir leur brevet, leurs propres parents les tueront. Donc c'est quand même une ambiance un peu lourde qu'il y a tout le long de la BD, menaçante et angoissante, j'aurais dit. Parce que je savais qu'il pouvait y avoir ce côté un peu plus, je veux dire, lourd dans le sens qui parle de choses compliquées. Il y avait déjà un peu de ça dans ses précédentes œuvres, mais alors là, j'avais envie d'aller voir un psychologue après avoir lu cette bande dessinée. Voilà. Alors ne vous trompez pas, hein, j'ai adoré, encore une fois, les dessins de Jim Bishop sont juste incroyables. Mais je sais que... Enfin, moi, je suis extrêmement fan de son dessin. Il y a des dessins carrément flippants. Un peu ce côté déformé. Un peu à la Miyazaki, les personnages qui ont des têtes improportionnelles au reste de leur corps. Attendez, je vais vous en trouver un. Comme ça, là. Ça, là, c'est un peu... Ça m'a un peu fait penser à Miyazaki, ce côté grosse tête à la vieille dame dans Le Voyage de Chihiro. Bref, je m'égare complètement, encore une fois. L'enfant Tom, qu'est-ce que je pourrais vous en dire? Je pense que n'importe quel adolescent, préadolescent se reconnaîtra dans ce livre où vous vous dites «Ah, mes parents vont me tuer, machin», comme s'ils en avaient le droit, alors que bon, c'est une expression, on sait bien. Bah là, Jim Bishop est parti du principe que «Et si nos parents avaient le droit de nous tuer, est-ce qu'ils le feraient?» Et en fait, ça parle d'angoisse, du fait qu'on est mal accepté, ça parle de plein de choses, ça parle des premiers amours, ça parle du fait qu'on ne trouve pas sa place, qu'on est différent, enfin bref, j'ai beaucoup aimé, je vais pas vous mentir, c'est pas ma préférée de sa trilogie de l'enfance, donc qui inclut Mon ami Pierrot, que pour moi c'est mon préféré dans mon cœur parce que c'est celui que avec lequel j'ai commencé, et j'ai adoré L'être perdu, mais L'enfant Tome a un côté beaucoup plus dérangeant, et aussi un peu fascinant, on peut pas s'empêcher de se demander ce qui va se passer, et on tourne les pages, moi je sais que je l'ai acheté dans la soirée, je l'ai lu, et j'étais en mode, mais qu'est-ce que je viens de lire? C'était tellement intense pour un public averti. Donc je vous aurais prévenu, ça peut être un peu dérangeant. Ensuite, j'ai enchaîné avec Les Cahiers d'Esther. C'est une série que j'ai pris en cours il y a environ 2-3 ans. Et j'ai tout de suite adoré. J'ai dû acheter, genre, je crois que le tome de ses 16 ans venait de sortir. Donc j'ai acheté tous les tomes précédents, dont celui des 16 ans. Et j'ai quasiment tout lu rapidement. D'ailleurs, j'ai très envie, maintenant que c'est terminé, de tout relire. Donc Les Cahiers d'Esther, le tome des 18 ans, qui est le tome 9, c'était très dur de dire au revoir à Esther parce que même si moi je n'ai pas grandi avec elle, bah on s'attachait à elle et c'était un peu genre notre petite routine, genre tous les ans on savait que le tome allait sortir. Mais du coup c'est terminé, ça y est. J'ai aimé qu'elle nous parle de son année de bac, du fait qu'elle s'inquiète, que même si c'est une élève très douée, elle s'inquiète quand même pour le bac. Elle nous parle de son chat, elle nous parle de sa relation avec sa meilleure amie. J'ai adoré la relation avec sa meilleure amie. Enfin, faut le lire pour comprendre, mais c'était extrêmement touchant. À un moment, elle recommande des livres qui parlent de la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est beaucoup du point de vue de femme, hein. C'est à Simone Weil, Émilie Seno, Isabelle Ernaud, Journal d'Anne Frank, voilà. Esther Seno, je crois qu'elle dit qu'elle l'a vu en conférence et qu'elle s'est rendue compte en fait de la vraie horreur des camps, que faut pas oublier tout ça. Et en fait, elle commence à avoir un regard différent sur tout ça. Aussi, ça faisait plusieurs tomes, hein, je dirais, depuis ses 16 ans, qu'elle parle un peu de politique, qu'elle dit qu'elle se pense à gauche, mais qu'elle n'est pas vraiment. D'ailleurs, à un moment, elle date avec un militant, voilà, c'est lui-là. Sa grosse tête avec sa grosse moustache là. Et j'ai beaucoup aimé la fin. En rangeant la cave, elle découvre qu'elle a des origines d'une certaine nationalité. Et du coup, elle en parle et tout. Et ça m'a beaucoup plu. Et j'ai aussi beaucoup aimé le coup du garçon qu'elle a retrouvé dans le métro, il me semble, parisien. Voilà, c'était très drôle. Ça m'a beaucoup fait rire. Et voilà, Esther, tu vas nous manquer, sache-le. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à l'acheter. Il est sorti en juin 2024, mais là, vous voyez, on est en février 2025. Je n'arrivais pas à accepter le fait que ça soit terminé. Donc voilà, c'est terminé pour les cahiers d'Esther. Ensuite, j'ai acheté un Retour à Tomioka. On suit l'histoire de ce frère et cette sœur qui, malheureusement, bon, je vous spoil les 10 premières pages, perdent leur grand-mère. Et le petit garçon a le pouvoir de voir les yokai parce que les enfants sont plus aptes
percevoir les esprits. Et en fait, ils décident de mettre les cendres de leur grand-mère dans sa ferme, sauf que c'est une des zones encore radioactives à cause de l'explosion de l'usine. Je vous le mettrai là, je suis désolée, j'ai oublié. Donc voilà, en fait, ils ne peuvent plus habiter là où ils ont toujours grandi, ils ont perdu leurs parents, ils étaient élevés jusqu'à maintenant par leur grand-mère. Et là, leur grand-mère vient de décéder. C'est la seule chose qu'elle voulait, c'était reposer à la ferme avec son grand-père. Et il dit c'est pas possible qu'on la laisse, donc ils partent dans un espèce de road trip. Ils vont dans cette zone qui est malheureusement radioactive. Et en fait, on parle des conséquences de la radioactivité au sein des populations, tout ça. Et à quel point les gens ont aussi maltraité les personnes qui étaient atteintes d'une certaine dose de radioactivité. Comme si c'était des pestiférés alors qu'il y a des traitements à suivre. Enfin voilà, c'était très intéressant, très touchant. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ça là, les petites lucioles... Mais j'ai trouvé que j'ai passé vraiment un très bon moment devant cette BD. Je pense qu'elle est lisible à tout âge, hein. Vous pouvez la lire autant jeune qu'adulte. Le propos était pertinent, j'ai appris des choses en lisant cette BD. Et je vous la recommande, elle était très sympa. Ensuite, j'ai lu une petite BD jeunesse, Sacha et Tom Cruise. Donc Tom Cruise étant l'espèce de chihuahua caniche que vous voyez ici. C'est une copine à moi qui me l'a donné, je me suis dit tiens pourquoi pas. Et en fait le dessin était absolument trop mignon. Est-ce que je peux vous trouver une jolie page? Des couleurs un peu pastel comme ça, voilà là c'est... En gros, l'histoire de Sacha et Tom Cruise, c'est un jeune garçon qui adore les sciences et il s'avère que son papa a disparu malheureusement, sa maman est antiquaire, il est le meilleur de sa classe avec ses expériences loufoques et il s'avère que pour son anniversaire, il veut un rat. Sauf qu'au lieu d'un rat, sa mère lui offre Tom Cruise, un jeune chiot. Regardez, il y a une jolie page. Enfin, moi j'aime beaucoup ce style de dessin en tout cas. Sa mère lui offre ce jeune chiot, du coup, qu'il nomme du coup Tom Cruise parce que c'est l'acteur préféré de sa mère. Et en fait, malheureusement, Tom Cruise se retrouve dans le labo secret du père de Sacha, avale une potion et quand il éternue, sa morve magique atterrit sur une épée viking, ce qui les propulse tous les deux à l'époque des Vikings. C'était très mignon, je crois que c'est une saga où à chaque tome, ils vont dans une nouvelle époque. Donc il y a un côté un peu éducatif et je trouve ça très très chou. Donc voilà, si jamais vous avez envie de lire de la jeunesse un peu fantastique, j'ai trouvé ça adorable. Voilà pour Sacha et Tom Cruise. Ensuite, je vais vous faire un petit point manga. Bon, bah, on commence bien. J'ai terminé la série Glouton et Dragon, donc le tome 14 qui est sorti en début d'année. Je vais pas trop vous en dire parce que c'est le dernier tome, c'est le tome final, mais sachez que j'ai une passion pour cette série. Elle est incroyable, les personnages sont trop attachants. J'ai adoré l'univers, il y a vraiment un côté Donjons et Dragons, Donjons de Nalbuck, il y a vraiment un côté, je trouve, jeu de rôle dans cet univers. Et le fait que ça soit centré sur la bouffe, donc de la bouffe qui n'existe pas, ils mangent des monstres. Tout est excellent vraiment dans ce manga. Donc je ne pourrais que vous recommander la série. Même l'animé, je l'ai déjà regardé au moins 1000 fois alors que c'est sorti l'année dernière. Vraiment, Glouton Dragon, c'est une excellente série. Et je suis vraiment triste que ça se termine. Pour vous dire, là, actuellement, je suis en train de lire le guide de l'univers de Glouton Dragon parce que je ne veux pas que ça se termine. Je ne veux pas, donc j'ai continué, j'ai lu. Et c'était hyper intéressant parce qu'on a découvert plein de liens entre certains personnages. En fait, t'as l'impression que rien n'est laissé au hasard. Et ça, c'est un truc que j'adore dans les univers, les séries. C'est quand rien n'est laissé au hasard. Donc le tome 14 de Glouton Dragon, voilà, sniff sniff, c'est fini, mais c'était trop bien. Ensuite, j'ai lu le tome 7 d'Iraya-Sumia. Donc, je continue la série, le tome 7. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, c'était trop bien. Je peux pas trop vous dire ce qui se passe dans ce tome-là parce qu'on trop vous spoiler le reste. Mais sachez que ce manga est un rayon de soleil pour moi et que quand les personnages vont mal, je vais mal. Voilà. Vraiment, dans le tome 7, il arrive des épreuves. Ma meilleure amie qui me l'a prêté, elle était très contente de le lire. Moi, j'étais très triste de le lire parce que on n'a pas eu la même perception. Elle a été tellement contente de le lire et moi j'étais en mode mais c'est trop triste ce qui se passe dedans. Et c'est trop triste ce qui se passe dedans. Moi ça m'a brisé le cœur, mais peut-être que je suis trop sensible. Voilà, donc le tome 7 d'Ira Sumi, une très bonne lecture. Ensuite, j'ai enchaîné avec... ah oui, le tome 3 de Vie d'ensemble au-delà des mots. Je ne sais pas trop où le manga a envie d'aller, mais j'aime beaucoup déjà les dessins, j'aime beaucoup cette histoire de deux hommes qui se mettent en coloc et que peut-être il y a plus pour l'instant, on ne sait pas. Mais ce tome-là était centré autour du fait qu'un des personnages est trop gentil et un des personnages n'arrive pas à communiquer, n'arrive pas à lui dire qu'il est trop gentil
et que du coup ça lui retombe dessus parce que les gens réagissent pas forcément bien à sa gentillesse. Et en fait j'étais un peu en mode tout ce tome pourrait être réglé avec une bonne discussion. En fait je sais pas pourquoi dans ma tête je pensais que ça serait une trilogie. Et pas du tout, ça s'arrête pas du tout après le tome 3, donc à suivre. Mais voilà, ça m'a un peu frustrée personnellement en tant que lectrice parce que j'étais en mode mais en fait vous discuterez à cœur ouvert une bonne fois pour toutes, peut-être que ça irait mieux. J'ai trouvé ça un peu genre abusé, voilà. Mais ça m'empêchera pas de lire la suite parce que j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer entre eux, voilà. Donc Vie d'ensemble, tome 3, c'était sympa, mais franchement, j'attends beaucoup du tome 4. Ensuite, j'ai enchaîné avec Kireo Fan Club, tome 1 et 2. Cette série, c'est ma copine qui me l'a conseillé, qui m'a dit, tu verras, c'est débile et drôle. Effectivement, c'était les deux. En fait, ce sont deux jeunes filles qui n'ont rien en commun. Donc ensuite, c'est deux jeunes filles qui sont dans la même classe, toutes les deux membres du fan club de Kireo, un jeune garçon qui est dans leur école. Alors, lui, il n'est pas du tout important. Pour vous dire, on ne voit jamais ses yeux. Donc, en fait, c'est un peu comme si c'était un mec lambda. Et en fait, on comprend qu'elles sont toutes les deux amoureuses de lui, que c'est un peu la bataille pour savoir qui aura un rendez-vous avec lui. En fait, dès la fin du tome 1, on comprend que chacune a ses petits secrets qu'elle ne veut pas révéler à l'autre. Et on se demande où va partir l'histoire. Je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler, mais ça n'a pas l'air de ce que ça a l'air. Vous m'avez compris? Mais du coup, on suit cette relation d'amitié entre ces deux jeunes filles et on sait pas trop ce qui va se passer. La Planète Verte, donc par le même auteur que Hirayasumi précédemment, La Planète Verte c'est une série de science-fiction où un jeune employé, en plus je crois que c'est un intérimaire, un jeune employé de l'espèce de Amazon de l'espace se retrouve en crash sur une planète mystérieuse peuplée de batraciens parlants. Il s'avère qu'il s'attache à ces grenouilles, mais il n'a pas été le seul à s'être craché, il était accompagné d'un autre homme comme lui. Il s'adapte à cette planète car il comprend que probablement personne ne viendra les chercher. Je peux pas trop vous en dire sur le tome 3, mais c'était une sacrée course-poursuite. C'est fou qu'il arrive à faire des personnages secondaires attachants en parlant 5 minutes de leur vie. Nos deux personnages principaux sont poursuivis par des espèces de grenouilles batraciens ninja. Donc déjà, si là vous n'êtes pas hypé, je ne sais pas ce que je dois faire pour vous. Mais du coup, on développe l'histoire de ces batraciens ninja grenouilles et je vous jure que c'est vrai. Je sais plus si j'ai pleuré, mais il y a moyen. Genre, vraiment, je pensais pas dire ça, dire ah, j'ai pleuré devant l'histoire personnelle de batraciens grenouilles ninja. Mais c'était touchant et du coup, je dois l'admettre, j'ai beaucoup aimé ce tome 3, même si, encore une fois, la fin, il n'y a pas à faire des fins comme ça là. Après, il faut qu'on attende des mois pour avoir les tomes suivants et... Bref, j'étais un peu frustrée que ça se termine sur un aussi gros cliffhanger, mais écoutez, on verra dans le tome 4. Donc voilà, Planète Verte, tome 3, était très bien. J'ai continué avec Love Me For Who I Am, tome 4. Pareil, cette série, je voudrais me l'acheter personnellement, mais ma pote là, donc je me spoil en avance en lisant les tomes. Donc il me semble que le tome 5, donc le prochain, sera le dernier, mais le tome 4, on parle de la petite sœur de l'autre personnage principal qui débarque au café et qui lui demande un peu de régler ses comptes. Et sachez que c'est un livre qui parle d'une personne non binaire, ce qui est un sujet important, et de tout plein d'autres gens LGBT qui en fait travaillent dans un café. C'est un café où les serveurs sont déguisés en jeunes filles. Ça a un nom, je suis désolée, je ne l'ai plus. Et du coup, en fait, il y a un peu cette communauté LGBT. Ils ont chacun une identité de genre et une sexualité différente, donc voilà. Et c'est eux qui aident cette jeune personne à un peu s'accepter, aller mieux. Et c'est hyper mignon. Et en même temps, là, ce tome-là, c'était genre vraiment violent. Voilà, donc j'ai hâte de voir le tome 5, mais d'un autre côté, j'appréhende. Ensuite, j'ai lu Paloma au pluriel, qui est une bande dessinée sur la drag queen Paloma. Vous devez la connaître si vous regardez Drag Race, car elle a gagné la première saison. Que dire? Alors, en fait, je m'étais pas du tout spoilée. Du coup, j'étais persuadée que ça serait une BD qui parlerait de soit sa vie personnelle, soit qui partirait dans une complète fiction où il y aura d'autres drag queens ou je sais pas. Et en fait, pas du tout. Du coup, je vais pas vous mentir. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Et il m'a fallu genre 3 personnages pour comprendre que c'était en fait son spectacle. Parce que Paloma a fait un spectacle où elle incarne plusieurs femmes. Ça a l'air très drôle. Mais du coup, bah, malheureusement, moi, j'avais pas l'info. J'ai même pas lu la 4e de couverture pour vous dire. Mais c'est de ma faute, hein. Pour le coup, c'est moi qui ai pas voulu spoiler
spoiler, sauf que je me suis tellement pas spoilée que quand j'ai lu le truc, j'ai dit mais pourquoi il y a plein de personnages qui ressemblent à Paloma, mais on enchaîne et tout. Et c'est, je crois, c'est peut-être la 4e histoire de Nana qui fait un séminaire, je veux dire, thème nature, on se reconnecte avec notre féminité. Et que là, j'ai dit mais attends, ça je connais, ça c'était son spectacle quand il fallait se présenter et montrer ses talents, elle l'avait fait. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était des sketchs, mais du coup, je vous avoue, les 3 premiers, j'ai pas trop apprécié parce que je comprenais pas ce que je lisais. Et ceux d'après, j'ai un peu plus apprécié. Mais dans la globalité, si vous aimez Paloma, si vous avez aimé son spectacle, je pense que cette BD est faite pour vous. Malheureusement, moi, je m'attendais complètement à autre chose. Si vous lisez la BD de Paloma, c'est une réadaptation de son spectacle. Après, j'ai lu Shin Zero, le tome 1. Il m'avait tapé dans l'œil quand je suis allée à la librairie. Mais vu que j'avais déjà 3 BD dans les bras, j'ai dit non, repose ça. Donc, je ne l'ai pas acheté et surprise, quand je suis allée chez ma copine, son mec l'avait acheté. Donc j'étais trop contente. Je l'ai lu. Il faut savoir que, j'avoue, j'ai une petite passion pour les Power Rangers. Pas genre je suis passionnée, mais je regardais ça quand j'étais gamin et en fait je trouve ça incroyable. Mais ça fait partie des trucs qui ont bercé mon enfance. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait, je sais pas trop si c'est un manga ou une BD, mais je vais dire que c'est un manga vu le format. Cette œuvre était super. C'est un Japon alternatif dans lequel les kaijus ont attaqué le Japon et pour remédier à ça, ils ont fait appel à des Power Rangers. Donc de base, ce sont des humains normaux qu'ils ont équipés d'armure. Et en fait, ils ont fait une frisque chronologique des étapes de comment ça s'est passé. Et en fait, c'est incroyable. Genre, au début, les kaijus, ils ont attaqué. Du coup, ils ont embauché des Power Rangers, sauf que ils n'avaient pas d'équipement, donc ils ont créé des trucs pour les agrandir et pour qu'ils puissent se battre à taille réelle avec des kaijus. Non, mais c'est incroyable. Sauf qu'après, ils se sont rendus compte que c'était un peu compliqué parce qu'en fait, vous vous doutez bien que changer de taille en termes de ton corps qui supporte ça, c'est moyen. Donc après, ça a été l'ère des gigarobots. Cohérence absolue, si vous avez un peu suivi Power Rangers. Du coup, après, il y a eu les méga robots, sauf qu'ils ont vaincu les kaijus, ils ont vaincu le roi des kaijus. Et après, il n'y a plus vraiment de kaijus, et du coup, les Power Rangers sont un peu relégués à, genre, comme si t'étais sur des livres. T'as besoin d'un mec pour une mission, bah tu mets, moi je recherche Power Rangers pour être vigile en boîte de nuit. Et genre, il y a un Power Rangers qui s'inscrit sur ton annonce et qui débarque. Donc j'ai trouvé ça ouf. Donc en gros, nous on suit les Power Rangers de maintenant. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de kaiju à combattre et du coup ils se retrouvent à faire des petits boulots. Sauf qu'en fait, alors je dis Power Rangers depuis le début, c'est pas comme ça qu'ils les appellent dans le livre. En gros, bah ceux qui ont ça comme job d'appoint à côté, ils se moquent d'eux parce qu'en fait, c'est très mal payé, tu te fais péter la gueule. En fait, ils passent un peu pour des bouffons. C'est un peu comme quand il y a des séries de comics où les héros sont là de nos jours. Bah, c'est pareil, c'est vraiment leur job, c'est être héros. Et en fait, maintenant, être un héros, c'est passer pour un gros bouffon. Je sais pas. J'ai trouvé ça très réaliste de notre société actuelle et je l'ai adoré parce que je vous en parle depuis 5 minutes là, mais en fait, c'était un truc de ouf. Comment c'était trop bien. Les dessins sont trop beaux, les touches de couleurs incroyables. Les personnages, j'avais envie de connaître toutes leurs histoires à chacun. Vous savez quoi? Il y a 5 personnages, il y a 2 gars, c'était les 2 que j'aimais le moins. Les meufs, elles sont cool. Les mecs, ils sont énervants. Il y a 2 pauvres mecs et pourtant il y a quand même une espèce de qui sera le meilleur, je te prends de haut, je te parle mal. Tu sais, un peu un concours de qui sera le meilleur gars. Donc voilà. Donc Shin Zero, je vous le recommande à 10 000%. Vous aimez les kaiju, vous aimez la culture japonaise, vous aimez les Power Rangers. Si vous cochez une de ces cases, je pense que vous allez aimer Shin Zero. Transition. J'ai craqué. J'avais besoin de ma dose Heartstopper, du coup, j'ai craqué pour l'album Souvenir d'Heartstopper. C'est un espèce de petit guide avec des explications sur comment Alice Oseman a créé la saga Heartstopper. On voit ces tout premiers dessins qui sont très très loin de ressembler à... ça c'est censé être Charlie. Qui sont loin de ressembler aux dessins terminés. Ça nous montre un peu, il y a un côté un peu artbook où on voit les personnages. On voit aussi leurs fiches perso où on nous explique qui ils sont.
Voilà, Charlie Springs, il est né le 27 avril, il est en 3e dans le tome 1. Ses pronoms, il est lui, il aime la littérature grecque classique, le rock indé, l'astronomie, il n'aime pas les jours de mauvaise santé mentale, avoir froid, l'absence de wifi. Bref, on en apprend un peu plus sur nos personnages. Donc c'est un peu un guide de l'univers Heartstopper, il y a quand même des histoires exclusives. À un moment, on voit Farouk et Monsieur Adjaï, et vraiment, eux, c'est... Je les aime tellement dans la série, c'est un truc de fou. J'aimerais qu'il y ait plus de... qu'on les voit plus tellement je les aime. Donc voilà, c'était très sympa. Je l'ai lu pareil, hein, je l'ai dégommé en une demi-heure, c'était plié. Mais je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Je vais passer au roman que j'ai lu le mois dernier. Je l'avais commencé en janvier 1984 de George Orwell. J'avais l'impression de le connaître, mais en le lisant, je me suis rendu compte que je le connaissais pas du tout. Je vais vous faire un résumé rapide. On suit Winston, qui habite en Angleterre, dans une dystopie, où malheureusement tous les États sont devenus totalitaires. Et en fait, Winston, il bosse pour le gouvernement. Techniquement, je veux dire que c'est un bourgeois parce qu'il est considéré par le gouvernement, tandis que la populace est vraiment pas considérée. Bref, c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe, donc je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler. Mais je vais vous dire juste certaines choses. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une histoire d'amour dans ce roman. Je sais pas pourquoi, ça m'a étonnée. J'ai trouvé que le personnage masculin principal était très violent dans ses propos. En fait, on est dans la tête de Winston et à un moment, il croise une nana qui est une collègue à lui, enfin bref, ils sont jamais parlé. Et en fait, cette meuf, quand il la croise, la première, je crois que c'est dans le premier chapitre, il dit qu'il a envie de la tuer, de la violer. Et du coup, j'étais un peu choquée parce que j'étais en mode, mais quoi? Genre, je sais pas, c'est pas des pensées qu'on est censé avoir. Enfin, je trouve ça hyper violent. Surtout que cette meuf lui a rien fait. Genre, il l'a juste croisé, il sait qu'il l'aura jamais, et du coup, il a ce genre de pensée. Et je sais que ce roman a été écrit en 50, je crois, 1950. Mais en fait, moi, je trouve qu'on justifie, encore une fois, le fait que les hommes ont des pulsions, que vous comprenez. Enfin, ça, c'est juste la culture du viol. Bref. Bien sûr, notre personnage est détestable. Genre, je m'attendais pas à ça, mais Winston, c'est pas quelqu'un de bien. Je dis pas que suivre quelqu'un de bien aurait rendu le récit plus intéressant ou plus dur ou quoi. C'était quand même dur. J'ai du mal à vous en parler, je suis désolée. Je pensais que j'aurais plein de choses à vous dire, mais je suis perturbée parce que, en fait, l'année dernière, j'ai découvert Fahrenheit 451 et ça a été une vraie claque. En fait, je m'attendais au même effet avec 1984 et ça n'a pas du tout eu le même effet. J'ai eu beaucoup de mal à le terminer alors qu'il est quand même pas très gros. Et en fait, très tôt dans le récit, on comprend certaines choses, on comprend ce qui va se passer. Enfin, si on est un peu observateur et si on lit attentivement, c'est clair. Et quand c'est arrivé, ça a été dur parce qu'on le savait. C'était, vous voyez, c'est inévitable. Ça a été une lecture fastidieuse, mais après, je suis contente de l'avoir lu pour ma culture générale. Ça a continué à me donner envie de lire de la SF et de la dystopie. Voilà, donc là, le prochain que je devrais lire, je ne sais pas si je le lirai cette année, mais c'est le meilleur des mondes. Et du coup, ouais, je suis un peu perplexe, quoi, face à 1984. Juste que j'ai une théorie. Il y a un mec qui s'appelle O'Brien. Et en fait, ce mec, à chaque fois que Winston en parle, je suis désolée, hein, mais moi je pense que Winston, même si je vous ai dit qu'il avait une histoire d'amour, je pense sincèrement qu'il est attiré par O'Brien. Et on le sent dans... Alors j'ai lu une traduction française, hein, je tiens à le préciser, c'est pas l'œuvre en VO originale. Mais à chaque fois qu'il parle d'O'Brien, il a un lexique, un vocabulaire pour dire à quel point il l'adore, il a une adoration devant lui. Déjà, pour vous dire, dans les premiers chapitres, Winston écrit un journal alors qu'il sait que c'est interdit. Et il dit dans sa tête que ce journal est adressé à O'Brien. Il faut que vous sachiez qu'il ne connaît pas O'Brien plus que ça. Ils se sont croisés 2-3 fois, il voit qui c'est. Mais il a une fixette sur O'Brien. Et même à la fin, ils vont finir par se rencontrer, parce qu'à ce moment-là, il est avec une femme, pour en gros aider à la chute de la nation, blablabla. Et je vous jure que c'est vrai. Il est tellement en train de dire oui à tout ce que dit O'Brien, en mode mais je ferais n'importe quoi pour la patrie, mais pour O'Brien. Et sa meuf est là. Et sa meuf dit non, je veux pas qu'on soit séparés, je veux pas qu'on soit plus. Et du coup, il hésite. Pendant 30 secondes, il hésite à dire à ce mec, oui, ok, c'est ok que je vois plus jamais ma meuf. Et là, je me suis dit qu'il en soit arrivé à un stade où il pense qu'il aime les femmes, qu'il a besoin de cette femme, mais qu'il est prêt pour un homme à plus voir cette femme. J'ai pas réussi à ne pas trouver qu'il y avait un sous-texte homosexuel. Je suis désolée. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont s'offusquer, mais relisez-le ou lisez-le en ayant en tête que Wilson, il a des sentiments pour O'Brien, mais qu'il n'arrive pas
à les formuler, mais comment il pense à O'Brien, c'est bizarre. Et je suis désolée, mais moi, ça m'a sauté aux yeux tout le long du récit, à chaque fois qu'il parlait d'O'Brien. Donc là, ça se trouve, ma théorie est complètement fumeuse, hein, mais je vous jure, j'ai pas réussi à ne pas voir ça. L'année dernière, j'ai vu La ferme des animaux de George Orwell. Je l'ai beaucoup plus apprécié. Ça m'a déchiré le cœur, hein, ça m'a vraiment mis trop mal et la fin m'a vraiment... J'étais secouée que ça se termine juste comme ça. Mais alors, j'ai pas du tout eu le même ressenti pour 1984. Ensuite, on est mal parti parce que j'ai continué avec Roméo et Juliette. Que dire, que dire. J'ai été prévenue par une booktubeuse que j'adore qu'elle l'avait détesté et que Juliette avait genre 14 ans dans le roman, dans la pièce. Déjà, sachez que c'est mon premier pas dans l'univers de Shakespeare, je n'ai rien lu d'autre de lui jusqu'à aujourd'hui. Aussi, je m'étais mise en objectif cette année de lire plus de théâtre parce que j'ai vraiment une période où j'en lisais beaucoup, c'est un format que j'aime. Roméo, son âge n'est jamais indiqué, mais je dirais à vue d'œil qu'il a 20 ans. Juliette dit qu'elle va avoir 14 ans, donc elle n'a même pas 14 ans, elle en a 13. Ce qui explique la fin de la pièce. Vous la connaissez, je peux vous en parler, vous la connaissez. Pour moi, ça s'explique parce que, en fait, Roméo, c'est la première fois qu'il a un amour partagé. On parle de Rosaline, qui est son premier amour, mais qu'en fait, elle ne l'aime pas, tout ça, tout ça. Rosaline, pour vous dire, on la voit même pas dans la pièce. C'est genre, cette meuf, c'est une entité, elle est là, elle existe, on sait qu'elle existe, mais on ne la voit jamais. Roméo, du coup, découvre que Juliette l'aime en retour. Bon, on va dire que c'est un coup de foudre, hein. Ils tombent amoureux en une soirée, ils s'embrassent en une soirée. Bref, mettons. Juliette, je me suis dit, c'est pareil en fait, c'est limite une enfant. Enfin, limite, non, à 14 ans, on est un enfant, je suis désolée. Donc, pareil, c'est ce premier amour, il lui paraît genre enflammé, immortel. C'est hyper intense, alors qu'on sait très bien que bah, la vie va continuer, on va se séparer, ça va être la fin du monde, tout ça. Donc, ce qui explique pour moi, à la fin, le suicide. Ils sont jeunes et très amoureux l'un de l'autre et ils peuvent pas accepter de vivre l'un sans l'autre alors que ils se connaissent littéralement depuis 3 jours. Donc, pour vous dire, Roméo et Juliette, j'ai trouvé qu'il y avait des jolies phrases, des jolies tournures. Je vais vous dire ce qui m'a vraiment chagriné. Pourquoi est-ce qu'ils le disent pas à leur famille? De toute façon, ils sont mariés devant Dieu. À un moment, va falloir le dire. Sauf qu'après, le jour même de leur mariage, Roméo, il bute Tybalt, le cousin de Juliette. Bon, bah, ça la fout mal. Tu vas pas dire à tes parents, au fait, je me suis mariée avec le mec qui a tué mon cousin. Ça la fout mal. Pareil, j'ai pas compris pourquoi, après, Juliette, elle part pas avec Roméo. C'est son mari. Qu'est-ce qu'elle risque? Son père, vu qu'elle épouse un comte, et vu que sa fille a toujours voulu lui faire plaisir, il arrange le mariage en disant elle sera d'accord, sauf que bah Juliette, elle est pas d'accord. C'est la première fois que sa fille lui tient en tête. Le mec, il pète un câble, il la renie, il lui dit que si elle est pas contente, elle a qu'à se barrer. Enfin, limite, il la fout pas dehors, quoi. Il lui parle trop mal et il lui laisse jamais le temps de s'expliquer. Donc c'est hyper énervant. Pourquoi Juliette, elle dit juste pas, bah de toute façon, je suis déjà mariée. Genre, en fait, je vous l'ai pas dit, mais je me suis mariée en secret. Enfin, la polygamie n'est pas reconnue chez eux. Donc j'étais un peu en mode, mais de toute façon, son mariage, il pourra jamais passer, elle est déjà mariée. Et le fait qu'elle le dise jamais, 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 j'étais en mode, mais à quoi ça vous sert de vous être mariée si jamais vous le dites? Donc ça m'a beaucoup perturbée, ou alors, je sais pas, il y a un truc qui m'a échappé. Et aussi, je voulais vous dire qu'après avoir lu Roméo et Juliette, je me suis dit, tiens, je vais me refaire Roméo plus Juliette, le film. Roméo plus Juliette, c'est la version incroyablement mieux de Roméo et Juliette. Je vous explique. Déjà, c'est des gangs. Il y a une esthétique un peu cheap, mais qui donne tout son charme au film. Juliette n'a pas 14 ans, enfin 13. Mes personnages préférés, donc c'est Mercutio. Mercutio, ils ont enlevé tout le côté où il est hyper beauf avec la bonne, et la première fois qu'il apparaît, il est travesti, et vraiment ce mec, c'est mon personnage préféré, vraiment. Mercutio, c'est trop mon gars sûr. Et vraiment, dans le film, c'est vraiment un des meilleurs personnages, avec Benvolio, pareil, un des meilleurs personnages. J'étais en mode, mais Benvolio, mais mon gars sûr, encore une fois. Et même Tybalt, qui est insupportable, je trouve quand même stylé. Spoil. Mercutio meurt dans la pièce de théâtre. Mercutio meurt également dans le film. Mais dans la pièce de théâtre, c'est lui qui répond aux provocations de Tybalt, qui décide de se battre avec lui, et quand il meurt, ce gros bâtard ose dire à Roméo, maudit soit vos deux maisons, maudit soit vos deux maisons. Mec, Roméo, à aucun moment, il t'a dit, vas-y, bats-toi à ma place, mon ref. En fait, à chaque fois que Roméo, il essaye de les séparer, il lui dit, non, mais réponds pas, non, mais Roméo, il veut faire les choses bien, il veut pas de baston. Et à côté de ça, Mercutio, il se fait planter, et il dit que c'est la faute à Roméo. Et mec, ça se fait pas de reprocher à ton pote tes choix. Et en fait, dans le film, c'est un peu mieux amené.
C'est un peu genre le mec qui se rend compte qu'il est la victime. Genre, c'est un dommage collatéral de gang, quoi. Une partie de moi me dit que c'est parce qu'il a maudit leur maison que Roméo et Juliette meurent aussi. Dites-moi hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains points. Je sais que je vous ai dit, bon, pour l'instant, les deux grands classiques que j'ai lus, donc 1984 et Roméo et Juliette, j'étais mitigée, j'ai pas trop kiffé l'expérience. Mais si vraiment il y a des trucs qui vous ont plu ou vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire parce que des fois, je me dis, c'est en discutant d'une œuvre qu'on la comprend mieux. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec Stella et l'Amérique. Stella est une jeune prostituée de 19 ans et elle se rend compte qu'elle a un don car les hommes qui viennent la voir sont parfois malades. Et en fait, il s'est avéré qu'elle en a guéri plusieurs en pratiquant son métier. En faisant ça, malheureusement, elle attire l'attention de l'église catholique et ça remonte jusqu'aux oreilles du pape. Et au début, le pape, il est trop content. Il se dit, waouh, une sainte américaine, on en a pas assez, c'est cool. Sauf que quand ils découvrent que c'est une prostituée, vous vous doutez bien que ça leur plaît vachement moins. Tellement moins qu'ils décident d'envoyer 2 tueurs à gages régler son compte à Stella. Bon, c'est sans compter l'intervention d'un prêtre ex-marine qui a décidé que Stella devait vivre. La plume était très cool. Vraiment, j'ai passé un bon moment en lisant le livre. C'était très divertissant. Par contre, des moments où l'auteur, d'un seul coup, tu te rends compte que c'est lui qui parle, et que d'un seul coup il se rappelle qu'il est en train d'écrire ce livre et que faut revenir au personnage. Genre, je crois qu'il fait ça 2 fois. J'ai pas trop compris. J'ai dit ok, d'accord. C'était pas dérangeant à lire, mais c'était une digression qui m'a surpris. J'ai quand même aimé ce livre, même si des fois j'étais quand même en train de me demander ce que j'étais en train de lire. J'étais perplexe. Je suis mitigée par rapport à ce livre. À la fois, j'ai apprécié sa lecture et j'ai apprécié sa plume, et à la fois, des fois, c'était peut-être un chouïa trop barré pour moi. Pourtant, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé comment c'était amené. Il y a juste le chapitre 32. C'est quoi ce bordel? Je vous spoil pas qui, quel contexte, genre je vous raconte la scène, vous savez pas ce qui... Voilà. Il y a une nana dans le chapitre 32 qui a été kidnappée. Cette nana est secourue par un homme qui se rend compte qu'il l'a toujours aimée. Du coup, il lui dit, et elle lui dit, elle aime quelqu'un d'autre. Et honnêtement, on le sait des premiers chapitres qu'elle aime quelqu'un d'autre, donc c'est pas une surprise. La nana, elle est entièrement nue, et le mec, au mieux de la détacher, il lui donne à boire. Et en fait, j'ai trouvé qu'elle est restée très calme et finit par la détacher. Il s'explique un peu, enfin, je saurais pas vous le dire, mais moi, quand j'ai lu ce chapitre-là, genre déjà, je me fais kidnapper, on me fout à poil. Vous pouvez pas imaginer à quel point je serais énervée. Genre vraiment, je vais ressentir de la colère. Sachant qu'elle découvre que c'est plus ou moins de sa faute si elle a été kidnappée, donc la faute du gars. Je crois qu'elle lui met quand même une gifle. Mais je suis désolée, hein. Moi, tu me libères pas dans la seconde. Genre, tu prends le temps de me donner à boire, mais c'est quoi ton ordre de priorité? Genre, moi, je crois que je lui aurais hurlé dessus de me détacher et genre, c'est bon, je suis déshydratée, ça peut attendre 10 secondes qu'on me détache. Alors, dans ce chapitre-là, il dit que c'est parce qu'elle est attachée qu'il se rend compte que il a quelques instants devant lui pour lui avouer ses sentiments parce que c'est un lâche et que pendant quelques instants, elle est dans cette position inconfortable. Elle est obligée de l'écouter, quoi. Elle peut pas se barrer parce qu'elle est littéralement attachée à une chaise à poil. Et je vous jure que c'est vrai, ça m'a tellement énervé que le personnage pense ça. Genre, t'as le droit dans la vie d'être faible. Ça arrive à tout le monde d'être faible à un moment et tout. Mais là, je me suis dit, non, mais limite, il profite de la situation. En plus, c'était un personnage que j'aimais bien. Voilà. Donc, il y a juste ce chapitre-là. Bon, alors là, je vous l'ai très mal vendu parce que je vous ai parlé du seul chapitre qui m'a dérangé. Mais tout le reste était bien. Genre, Stella, elle est attachante. Le prêtre, il est cool. Même, tu suis d'autres personnages vraiment sympas. Il y a une scène, à un moment, j'ai dit, est-ce qu'on est dans de l'agression sexuelle? Il y a des trucs qui m'ont dérangé quand même. Mais dans l'ensemble, c'était pas une mauvaise lecture. Genre, je pourrais pas le recommander à tout le monde. Bon, allez, je termine parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Avec le roman que je voulais lire en février, Affronter la nuit. Waouh, regardez comment il est trop beau avec la lumière. Oh, j'adore. Vraiment, il est magnifique. Affronter la nuit. On suit l'histoire de Liv, qui est une jeune fille. Il s'avère qu'elle vit dans un monde où le soleil ne se couche qu'une fois par année. Donc, le jour dure une année, la nuit dure une année. Vous avez compris, la nuit, il y a des dragons qui ont tendance à beaucoup plus sortir et attaquer les humains. Mais pour contrer les dragons, créatures de la nuit, la déesse Oria, déesse de la lumière, déesse protectrice des hommes, à chaque coucher de soleil, une vague de lumière s'étend sur toute la Terre. Et il s'avère que si cette lumière te touche personnellement, elle peut juste passer et genre rien faire, mais si elle te touche, elle te donnera un pouvoir qui te permettra de combattre les dragons. Et si tu es touché par cette lumière, tu vas à l'école militaire pour apprendre à buter des dragons et à, bien évidemment, maîtriser ton pouvoir. Seul problème, Liv, elle partage sa vie avec un vieil homme qui l'a adopté et 3 petits frères et sœurs
plus jeunes qu'elle et c'est la galère, c'est un peu, la misère tout ça et elle veut pas du tout les abandonner. Elle a beaucoup de responsabilités au sein de sa famille, sauf que bien sûr, vous vous doutez bien que l'histoire ne serait pas l'histoire si elle n'était pas choisie. J'ai envie de vous en dire plus parce qu'en vrai, j'ai vraiment passé un bon moment de lecture, genre c'était divertissant, j'ai aimé les personnages, j'ai vu des commentaires en ligne qui disaient que ça allait trop vite, que leur amitié elle était comme ça d'un seul coup. Et moi je suis pas d'accord, ils partagent la même galère, ils risquent de crever du jour au lendemain. Ouais, t'as envie de passer un bon moment dans une école militaire. Bon bah, tu te fais des potes et tu t'attaches à eux parce que tu sais pas ce qui pourrait arriver demain. Je suis désolée, mais moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Alors, moi j'ai trouvé qu'il y avait des airs de déjà vu, genre avec Hunger Games, avec Divergente. Vous voyez ce que je veux dire? Ce côté la nana ordinaire qu'en fait un peu genre l'élu, qui va devoir affronter. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Je trouve que l'autrice a vraiment une très bonne plume pour les personnages. J'ai aimé. Ah, j'ai aimé. Bon, il y a une petite quand même histoire d'amour dans le livre qui, bon, c'est un giga slow burn, genre, ils pensent qu'ils se détestent et ils s'envoient tout le temps des fions, alors qu'en plus, le love interest masculin, notre héroïne, est techniquement son supérieur hiérarchique, donc elle devrait pas lui mal parler, mais vous comprenez, c'est le genre de mec, vu qu'il la kiffe, il lui dit jamais rien, et ça, je suis un peu en mode, bon. En plus, il y a un peu ce côté, la première fois qu'ils se voient, il capte son regard et en fait, elle arrive pas à détourner les yeux. Il y a un peu ce côté coup de foudre qui est vu et revu, mais j'ai trouvé ça mignon. Et j'ai beaucoup aimé la fin du livre, parce que je vais pas vous mentir, quand je l'ai lu, je me suis dit, ça a rien inventé, genre, à chaque fois qu'il y avait un nouveau truc, je me disais, ouais, je m'y attendais, mais après, ça veut pas dire que j'étais pas divertie, ok? Et à la fin, je m'attendais à un truc un peu comme ça, mais j'étais quand même en mode, ça m'a assez happé pour que j'ai envie de lire la suite. Et du coup, le problème, c'est que, vous le voyez, il y a écrit nulle part, tome 1. Du coup, moi, je me suis dit, c'est un one-shot. Du coup, je l'ai lu, et à la fin du tome 1, j'ai compris que c'était pas un one-shot. Donc, faut que j'arrête d'acheter des livres violets de fantasy qui me font croire que ce sont des one-shots alors que ce ne sont pas du tout des one-shots. Mais sachez que j'ai passé un très bon moment devant ce livre. Comme je vous l'ai dit, ne vous attendez pas à une surprise de ouf. C'est déjà un peu déjà vu dans la fantasy. Je l'ai terminé le bouquin. Le cliffhanger de fin, je l'ai pas trouvé insupportable. Des fois, il y a des cliffhangers, j'arrive pas à me projeter ce qui va se passer, ça m'en ouf. Donc j'ai hâte de lire le tome 2, j'espère que cette fois, elle me surprendra plus. Je l'ai acheté quasiment Day One. Maintenant, il va falloir attendre un bon moment le tome 2. Mais faut que je lise plus de séries avec des dragons. J'en lis pas tant que ça et j'aime bien ça. Donc c'était le dernier livre que j'avais à vous présenter. J'espère que cette vidéo a pas été trop longue parce que je parle. En plus, j'ai remarqué quand j'aime pas un livre, j'ai du mal à en parler parce que je peux pas trop vous dire pourquoi je l'ai pas aimé sans vous spoiler. Et en même temps, c'est comme si ça me faisait mal de vous dire que j'ai pas aimé un livre. Alors que bah c'est mes goûts, hein, je peux pas aimer toutes mes lectures. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, même si je sais que j'ai très mal vendu Roméo et Juliette et 1984. Et j'espère que ce ne sont pas vos livres préférés, sinon vous allez me détester. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de lire de nouveaux livres, que vous avez découvert de nouvelles lectures. Et moi je vous dis à une prochaine. Bye!